On repart avec Jelly Time Sun. Je reviens sur la saga du premier centre au sein d'un club champion. Pour moi, cette définition, il faut clairement intégrer le clutch factor dans les moments qui comptent et leadership comme capitaine. Entre guillemets, la constance, le standard qu'on impose à l'équipe, assumer les décisions, etc. Est-ce qu'on sous-estime ces aspects quand on parle d'un premier centre d'équipe championne? Mathias, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je te laisse commencer, puis je vais réagir. OK. Regarde, ça là, c'est des choses qui, oui, il y a une partie de tout ça qui peut être vue par l'amateur dans les estrades ou devant la télévision, mais on n'est pas non plus dans le contexte privé d'une équipe. OK, quand on parle de leadership, de trucs comme ça, oui, il y a des choses qui se voient sur la glace, mais il y a des choses qui se passent en dehors aussi. Est-ce que c'est important? Oui, c'est important. Mais, règle générale, les joueurs qui sont capitaines d'une équipe, peu importe l'équipe, en général, ils vont avoir ces qualités-là. Mais est-ce qu'ils vont gagner la Coupe Stanley? Bien, ça dépend qui est-ce qui les entoure. Tu sais, je ne sais pas, moi, Sidney Crosby était capitaine de son équipe à 19 ans. Ils n'ont pas gagné là, cette année-là. Mais est-ce que ça veut dire que lui, il ne l'avait pas? Puis le capitaine des Red Wings de Détroit, ou je ne sais pas qui, Anaheim, qui avait gagné, va l'avoir. Tu sais, je pense que c'est pas qu'on le sous-estime, c'est juste que moi, je le prends un peu pour acquis. Là. Ben, puis il y a plein de contextes, là. Ton gars, si t'as si t'es un grand leader, puis ton gardien pourri, excuse-moi, Pac, d'y aller avec le gardien, C'est vrai quand même. mais t'auras beau être le plus grand leader sur Terre, tu vas perdre. Ouais. Fait que c'est un ensemble de choses. Mais Ça t'en prend. Parce que tu peux avoir un super gardien, puis un leadership pourri à moi. Ça sera Voilà. pas bien mieux. Alors voilà. On poursuit avec Élise Coulombe. Bonjour, petite question pour le Snake. J'ai été un peu surprise de voir le premier marqueur dans la NCAA était un certain Ethan Wittenbach avec un freshman repêché en 2025 en 5e ronde par les Flames qui joue présentement à Quinnipiac. Je comprends que le calendrier de Quinnipiac est beaucoup moins relevé que certaines équipes, mais il demeure qu'une récolte de 51 points, 21 buts et 30 passes en 32 matchs demeure quand même intrigante pour un joueur qui vient tout juste d'avoir 19 ans. Lorsque vous avez fait la revue des Flames, il n'y a pas eu de mention de cet espoir. Le fait qu'il est le meilleur marqueur dans la NCAA à son âge pique la curiosité. C'est drôle, hein, parce que... Ah, excuse-moi. Quand j'entends ces choses-là, mon premier réflexe, c'est tout de suite d'aller voir l'âge. Là, Élise a dit 19 ans. La taille. Il vient d'avoir 19 ans, c'est sa saison de 18. Ouais. Et là, si il mesure pas 5 et 6 ou 5 et 7, puis il est à 6 pieds, là, je me dis qu'il doit avoir d'autres raisons aussi. Voilà. Alors, en passant, il y a eu d'autres questions sur Wittenbach. Là. J'ai choisi celle d'Élise parce que Élise décrivait très bien qui est Wittenbach, alors je n'ai pas à le faire. Maintenant, je vais donner mon opinion. Pourquoi il a été repêché plus tard? Bon, c'est un gars de 5 pieds 10, 180 livres, mais à la base, le truc avec Wittenbach, c'est qu'il n'a pas un très bon coup de patin. Alors, un joueur de moins de 6 pieds qui n'a pas un très bon coup de patin, ben, c'est vraiment un dard que tu lances en 5e ronde. Tu ne peux pas prendre un gars comme ça dans les premières, 2e rondes. C'est un gars aussi qui est enclin à créer des revirements parce que, oui, il contrôle bien la rondelle. J'aime bien le fait qu'il y a un centre de gravité qui est quand même bas. Il a une belle vision, mais c'est un gars qui, justement, il essaie beaucoup de passes un peu suicides, si on peut appeler ça comme ça, qui ne marchent pas. Son truc de bon passeur va surtout marcher dans le jeu de puissance. Ça, je le dis souvent, 5 contre 5, c'est important. Alors lui, je pense que, considérant tous ces facteurs-là, je serais très étonné que Wittenbach devienne un régulier dans la LNH un jour, et c'est pour ça que je ne l'ai pas mentionné la semaine dernière. Sébastien Houd, l'anxiété est probablement le mal du siècle et le sport professionnel n'y échappe pas. On a longtemps qualifié certains joueurs de flop sans mesurer la pression systémique. Le repêchage, les attentes médiatiques, les réseaux sociaux, analytiques de rendement en temps réel. Est-ce que, dans 10-15 ans, des études démontreront que plusieurs contre-performances étaient liées à des troubles anxieux non diagnostiqués ou tues? Bien, moi, je vais commencer par parler de Glenn Hall, qui est décédé dernièrement. C'est un gardien de but des années 50 et 60. M. Hall détient un record qui ne sera jamais battu. Il a joué 502 matchs consécutifs dans les buts.
on ne verra plus jamais ça. Mais Glenn Hall, lui, avant tous les matchs, il vomissait. OK. Alors lui, c'était le trac, on va appeler ça. On appelait ça le trac là, dans le temps. Il y avait le trac. C'était certainement un problème d'anxiété. Je ne sais pas, je ne suis pas un expert là-dedans, mais c'est pour vous dire que ce n'est pas d'hier. Mais à l'époque, on le cachait, ces choses-là. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de joueurs qui sortent et puis qui disent. Il y avait eu, je crois, il n'y avait pas eu le gardien de but de Vegas qui l'avait fait il y a quelques années. Puis. Oui, il y a lui qui a des, Oui. des serpents. Là, Il était à Buffalo, là. Ouais. Il était à Buffalo, il est rendu à Vegas. Il est allé à Vegas ensuite. Alors, oui, je pense que c'est très possible parce que des fois, on voit des joueurs puis on se dit non, qu'est-ce qui est arrivé? Ça n'a aucun sens, qu'est-ce qui est arrivé. C'est pas Jonathan Drouin. Patrick Jonathan Drouin. Jonathan Drouin. C'est Oui. une excellente question. Oui. Puis, parce que des fois, tu vois des joueurs puis c'est inexplicable. Fait que tu te dis, c'est pas une erreur d'évaluation, c'est pas parce qu'il a été blessé, c'est pas parce que le coach l'aime pas, c'est pas parce qu'on lui donne pas de glace. Mais tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Et alors, Sébastien, oui, excellente question. Ça, c'est dans toutes les sphères de la société, mais c'est sûr que dans le sport professionnel, c'est quelque chose, comme il dit, qui souvent tue. On n'avale pas parce qu'on est tough, on joue au hockey, on gagne beaucoup d'argent. Un peu comme Simon quand Suzuki est embarqué sur la glace en prolongation. Le niveau d'anxiété a monté, puis s'il fallait que Suzuki marque le but gagnant, ma vie est finie. Le pire, Mathias, c'est que c'est vrai. mais ce qui est quand même un petit peu ironique dans tout ça, c'est que c'est Jack Hughes qui a compté. Puis tu sais qu'il y a eu beaucoup de débats avec les auditeurs dans les dernières semaines entre Jack Hughes et Suzuki. Mais capotez pas, là. C'est pas parce que Jack Hughes a compté le but que je le trouve meilleur que je le trouvais la semaine passée, là. Je veux dire, pas que n'importe qui peut marquer un but en prolongation, mais je veux dire, un but fait pas... Xavier Saint-Germain. Dans le balado Terrette sur le tape, David Bocage a reçu l'ancien attaquant de la SGMQ, David Beauregard. À quoi ressemblait le rapport de dépistage de Simon à son sujet avant sa blessure? Oui. David Beauregard, c'est un choix de 11e ronde, alors qu'il y avait plus de rondes, des Sharks de San Jose en 1994. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, ce monsieur Beauregard? C'est que le 16 octobre 1994, quelques mois après avoir été repêché, il s'en allait en échappée et le défenseur qui essayait de le rattraper lui a le bâton élevé et passé entre sa visière et son œil. Et là, ce qui est arrivé, c'est que là, l'œil a vraiment été frappé gravement. David a compté quand même. Ah. Mais après ça, il est allé à l'hôpital et il avait perdu la vue d'un œil. Et là, la Ligue nationale de hockey avait, et il y a toujours un règlement, que un joueur à qui il n'a pas la vision d'un œil n'a pas le droit de signer un contrat. OK. Donc, il n'a jamais pu signer de contrat. Pour des raisons de sécurité, il faut le préciser. Exactement. Mais David a joué 19 ans au hockey après ça. Il n'a pas abandonné. Il a fini en Europe en 2013. Il a joué un petit peu dans la Ligue américaine, la East Coast League, une ligue qui s'appelait la UHL, la Ligue nord-américaine, en Angleterre. Et ça s'est fini à l'âge de 37 ans. Belle carrière. Ben oui. Écoute, c'est un gars, en tout cas, il a tout mon respect parce qu'on sait que la vue, c'est à peu près la chose que personne ne veut perdre. Je pense qu'il y a bien des gens qui préféraient perdre une main qu'un œil. Ouais. Alors, fait préférer. Si il n'y avait pas le choix, l'œil, là, c'est tu ne veux pas perdre un œil. Alors, bravo à David. Quelle était mon évaluation à l'époque pour répondre à la question? Bien, c'est un joueur de 5 pieds 10, 165 livres, qui était quand même habile. Mais il y a la raison pour laquelle il a été choisi en 11e ronde, c'est qu'il n'était peut-être pas au niveau, il n'avait peut-être pas le talent nécessaire considérant son physique modeste pour aller plus haut. Mais, regarde, on ne sait jamais. Le gars a joué 19 ans avec un œil. Qu'est-ce qu'il dit que s'il n'était pas allé dans la filiale des Sharks, qu'il n'aurait pas pu monter dans la Ligue nationale? Regarde, on ne sait pas. Mais moi, je te donne mon évaluation à l'époque. Je trouvais que c'était vraiment une longue shot. Et son frère Thomas a fait partie de l'organisation du Canadien. Gros marqueur dans les rangs juniors. Oui, en effet. André Fortin.
Question pour le Snake. J'aimerais avoir ton évaluation du défenseur de la WHL, Daxon Rudolph, classé environ entre le 10e et le 15e pour le prochain repêchage. Oui, beaucoup de défenseurs et au prochain repêchage. Puis c'est sûr que plus on va approcher du mois de juin, plus on va parler du repêchage dans notre balado. Rudolph, un défenseur de 6 pieds 2, droitier, qui joue pour Prince-Albert, 61 points en 57 matchs. Moi, je te dirais que c'est un gars que j'ai... Pour le moment, je l'ai à peu près dans cette plage-là, entre 10 et 15, peut-être un peu plus haut, entre 8 et 12 peut-être. C'est un joueur qui a un potentiel pour jouer sur une première paire. Il est fort, il se sert bien de son physique, il est bon dans sa zone, et en plus de ça, il a un bon talent offensif. Je dirais cependant que qu'est-ce qui fait en sorte que je ne le vois pas, mettons, comme un top 5, c'est que c'est un joueur qui est peut-être plus instinctif que calculateur, si tu comprends ce que je veux dire, que stratégique. Il joue plus avec son instinct. Puis ça, des fois, ça mène à une mauvaise prise de décision. Donc, quand même un joueur à surveiller. Ça m'étonnerait qu'il soit encore là au rang où le Canadien va. Simon Adam. Salut, grand Manitou reptilien. On dit souvent que les choix tardifs comme 5e, 6e, 7e ronde sont des dards sur le long terme. J'aimerais comprendre quelle particularité a fait que Jesper Bratt sort en 6e ronde et à 19 ans. Il arrive dans la LNH au New Jersey avec déjà une bonne première saison. Oui, ça c'est vraiment c'est un cas particulier, Jesper Bratt. Un choix de 6e ronde, c'est très rare qu'il va jouer dans la LNH à 19 ans. C'est ce qui est arrivé. À son année de repêchage, le problème de Bratt, c'est que tout le monde savait qu'il y avait un super coup de patin, que ce soit du côté vitesse, agilité, changement de direction, on le voit dans la Ligue nationale. Mais c'était pas un joueur costaud et c'était pas un joueur constant. C'est un joueur qui disparaissait pendant des longues périodes de temps. Et ça, les équipes n'aiment pas ça. Moi non plus, j'aime pas ça. Alors, c'est sûr que à ce moment-là, Bratt était un dard. Et là, à 19 ans, ce qui l'a aidé, c'est qu'il était supposé s'en aller avec les Knights de London. On l'invite au camp, mais là, il a été incroyable en pré-saison. Et pendant sa saison de 19 ans, il y a une bonne partie de l'année, il a joué avec Taylor Hall puis Nico Hischier. Puis ça a peut-être un peu faussé la donne parce que moi, je me rappelle, il n'était pas si bon que ça, mais les Devils avaient tellement peu de profondeur à l'attaque que c'était le meilleur d'un mauvais groupe. Puis après ça, il a progressé. Et là, pourquoi il a progressé? On lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Et lui dit qu'il a vu un psychologue sportif. Et le psychologue sportif lui a donné confiance en lui. Alors, il a utilisé son grand talent, parce qu'on le voit que c'est un grand talent, Jesper Bratt, et que c'est vraiment là que le déclic s'est fait. Et aujourd'hui, il est devenu un des meilleurs joueurs de la Ligue. Ça revient à ce qu'on disait tantôt, la question de tantôt. Oui. Puck Norris. Snake, peux-tu nous parler un peu de Kent Johnson et de son futur avec Columbus? Il semble avoir une bonne saison aux 2 ans depuis son arrivée dans la Ligue. Devons-nous jeter la serviette sur ce joueur ou bien, au contraire, sa valeur étant au plus bas, il est temps d'aller le chercher dans nos poules de keepers? Ken Johnson. Mon Dieu, que j'aimais les mains de ce gars-là à son année de repêchage. Puis, mais il y avait quelque chose, moi, qui me tiquait et qui me tique encore plus dans la LNH. C'est un gars, il ne faut pas se le cacher, il a peur du contact. Est-ce que Gavin McKenna a du Ken Johnson dans le nez un peu? Ben, je pense qu'il est plus talentueux que Johnson, mais je dois te dire que la comparaison que tu soulèves mérite a beaucoup de mérite. Merci. Alors, on ne fera pas une manchette avec ça, là, McKenna, le futur Ken Johnson, mais je comprends ce que tu veux dire. Okay. C'est 2 gars qui ont peur du contact, qui sont habiles. Ken Johnson, c'est un gars qui peut déculotter des défenseurs par moment, mais à d'autres moments, la rondelle va dans le coin, qui se tient loin. Et peut-être aussi qu'il a perdu confiance, dû au fait que sa carrière a vraiment été en dents de scie. Mais moi, Johnson, pour un pool keepers, regarde, non. La réponse est non, mais des fois, on ne sait jamais. Mais pour moi, non. Simon, il est fort sur les jeux de mots, puis il s'en rend même pas compte. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Pool keeper, garde. Hein? Pool keeper, quoi? Pool keeper, garde. Au lieu de dire regarde, tu as dit pool keeper, garde. Ah. Non, t'es fort, t'es un champion sans le savoir. Mais toi, t'es pas fort, t'es pas bien fort pour les analyser, les jeux de mots, par exemple. Free Snake. Free Snake.
Gabriel Lessard. Question pour le Snake. En comparant les courbes de développement d'Alex Sandin-Pellikka comme défenseur offensif de transition élite et Simon Edvinsson comme défenseur two-way, s'il faisait partie de la même année de repêchage, quel joueur Simon aurait choisi vu son penchant pour les défenseurs offensifs? C'est sûr que ça aurait été Sandin-Pellikka. Edvinsson, je l'avoue, je l'avais 21e sur ma liste à son année de repêchage. Puis je me rends compte aujourd'hui que c'était beaucoup trop bas. Simon Edvinsson est en train de devenir un très bon défenseur dans les deux sens de la patinoire. Est-ce que je préfère encore Sandin-Pellikka? Je pense que les deux sont complémentaires. Mais oui, j'aurais choisi Axel Sandin-Pellikka. Puis je ne me gêne pas pour le dire parce que Sandin-Pellikka, il est quand même bien là. Il est bloqué un peu avec la présence de Sider en avant de lui. Alors, il ne fera jamais des 70 points, mais très bon défenseur offensif. Puis Edvinsson, peut-être que je l'avais un peu sous-estimé. Mais aujourd'hui, avec ce que tu sais des deux joueurs aujourd'hui, tu as une équipe, lequel des deux tu prends? Et là, ça dépend de mon équipe. Si je suis Lequel tu Canadien, prends? si je suis le Canadien, je prends Edvinsson. Si je suis, je ne sais pas, moi, Vancouver, je prends Pellikka. Ouais. Tu comprends? Bon, mais lequel des deux je préfère vraiment? Oui. Pellikka. Je préfère Pellikka. OK. Bon. Alors, dans la majorité des cas, sauf exception, je prends Pellikka. Pellikka, dans la majorité des cas. Un autre. Et arrête pas, hein, sérieux? Tout ça, c'est sur Sérieux? pellicule. C'est parfait. Non, c'est trop, là. Faut que tu arrêtes, Simon. Oui, libérez-moi. Libérez-moi de vous deux. Luigi Le Cheval Bono. Pardon? Salut Mathias. Enfin, une question, Mathias, je vais pouvoir me reposer. Luigi Le Cheval Bono. Aurais-tu une bonne anecdote avec le défunt Paul Buisson? Paul Buisson, qui a fait une émission pour les plus jeunes, là, qui a commencé comme caméraman à RDS. D'abord, c'est un gentil caméraman de 6 pieds, au moins 6 pieds 7, 6 pieds 8. C'est un géant. 350, 400 livres, là. Et il a été acteur dans la série Lancé Compte, la nouvelle Oui. mouture dans les Puis, années 2000. il y a eu une émission aussi où il invitait des joueurs de la Ligue nationale. En fait, il s'invitait chez des joueurs de la Ligue nationale. Très, très bonne émission, très sympathique. Il a bien... il s'est trouvé une belle niche, une belle carrière inattendue d'animateur. Malheureusement, décédé trop tôt là, il faut que je fasse attention au point de vue juridique. Je ne sais pas si ça a été reconnu ou non, mais bon. Disons un problème médical. Je vais garder ça comme ça parce que je te brûle pour point. Une anecdote. Moi, je me rappellerai toujours, on est en Caroline. Puis là, il y a un restaurant, on est tous là. Il se prend une pizza. Là, il revient, il se prend un demi-poulet avec des frites. Il revient, il y a un spaghetti. Ça, c'est dans la même demi-heure. Puis il revient, puis il s'est pris, écoute, genre un club sandwich. J'étais comme, j'en revenais pas. Puis oui, c'est un gros bonhomme, mais il mangeait pour 5. Moi, mon plat, il en prend 5. Puis là, on parle d'anecdotes. Évidemment, si j'ai à parler de l'être humain, c'est un des gars les plus fins qu'il n'y avait pas. Tu sais, une intelligence émotionnelle et tout ça. Mais anecdote sympathique, je dirais, qu'en Caroline, puis c'était comme ça tout le temps, là. Ah, il mangeait. Ça devait coûter cher de bouffe. Michael Lemon. Avec la valeur de Reinbacker étant probablement à la baisse en ce moment, seriez-vous plus tenté de se servir de lui dans un échange pour aller chercher de l'aide ou, justement, étant donné sa valeur plus basse, serions-nous mieux de le garder en espérant qu'il se développe comme le défenseur qu'on espère, quitte à ne rien avoir en retour advenant un flop? Regarde, c'est embêtant, ça. C'est sûr que on a reçu une question sur YouTube, pardon, qui demandait échangeriez-vous Reinbacker pour Carter Yakemchuk, Ah. qui est un an plus jeune, qui est un défenseur choisi 6e, Reinbacker 5e. Yakemchuk a été rappelé par Ottawa aujourd'hui. Je ne sais pas s'il va jouer prochainement. Je pense que
c'est pas le gars que tu vas échanger, mettons, pour rien. Là, pour rien. Tu sais, un choix de deuxième ronde, par exemple. Ouais. Parce que là, tu recules Pas plusieurs encore. années en arrière. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Puis moi, tant qu'à avoir un choix de deuxième ronde, j'aimerais mieux prendre la chance de le voir se développer, puis j'ai encore confiance qu'il se développe. Mais si on m'offrait Yakemchuk en retour, demain matin, je pense que j'aimerais mieux prendre une chance sur Yakemchuk qui n'a pas l'historique de blessure de Randbacker et qui est un an plus jeune, puis je trouve qu'il a une bonne saison cette année. Ouais. Moi, c'est pas mon préféré, Yakemchuk, mais j'étudierais ce type de transaction-là avec C'est un un exemple. jeune ailleurs. Ouais. Dominique Lantaigne, désolé à l'avance pour Pag et pour la prononciation. Merci Dominique pour la considération. Salut Snake, est-ce que tu sais qui est Sergei Skvortsov? Bravo. Attends, recommence, j'ai pas compris. Quoi? Bravo. Qui est Sergei Skvortsov? Skvortsov. Ouais. Si oui, t'en penses quoi? Ben, ce que j'en pense, c'est que c'est, pour moi, la meilleure comparaison que je peux faire. Premièrement, c'est un joueur de 16 ans qui joue dans la Ligue junior russe. 38 points en 44 matchs. Ailier gauche de 6 pieds 1. Un talent incroyable, des mains, un sens du jeu et surtout, très important, très travaillant. Et moi, le comparable que je fais, au même âge, c'est Ivan Demidov. Oh. Et alors, en ce moment, si, mettons, je mets les deux gars à 16 ans, pour moi, entre Skvortsov et Demidov, c'est serré. Bon. Mais il reste encore un an l'année prochaine, avant son repêchage en 2027. Si le repêchage de 2027 avait lieu aujourd'hui, je pense que Skvortsov serait un choix probablement top 5-6. Donc, je comprends que c'est un nom qu'on n'a pas fini de prononcer. On n'a pas fini de prononcer ça. C'est Skvortsov. Non. Pauvre Pag. Sébastien Lavoie. Je regardais l'autre fois des extraits des meilleurs moments de Mario Lemieux et deux choses me sautent aux yeux. La vitesse d'exécution du jeu n'a rien à voir avec la LNH d'aujourd'hui et la taille des équipements et des techniques des gardiens sont bien en dessous de ce qu'on voit aujourd'hui. Je me posais donc une question. Supposons qu'on avait une machine à remonter dans le temps et qu'on réussissait à ramener Mario Lemieux de 1988, sa meilleure saison, dans la LNH d'aujourd'hui, en supposant qu'il avance à la même vitesse qu'en 1988 et qu'il n'a jamais vu des gardiens comme ceux d'aujourd'hui à son premier match. Combien fait-il de points à sa première saison? J'aimerais répondre. Vas-y, elle est tough celle-là. Ouais. Ben, pas tant. Meilleure technique d'entraînement, meilleur patin, meilleure qualité de hockey avec le flex. Tu sais, mais Ovechkin, à l'époque, avec les patins puis les bâtons, tu sais, tu peux pas comparer les époques. Et le Mario Lemieux d'aujourd'hui, se serait entraîné puis il y aurait le coup de patin, là. Il y aurait 4 gars pour travailler son power skating, là, son patinage de puissance. Puis ses tirs seraient 4 fois plus puissants parce que ce ne serait pas des bâtons de bois. Oui, c'est difficile de comparer des époques, mais des fois, il y a des joueurs que je vois, parce que, dont je me rappelle, mais je retourne sur YouTube voir les clips parce que des fois, on a des chocs quand on retourne voir ça. La mémoire qu'on avait il y a 30-40 ans d'un joueur, puis quand on le voit sur YouTube, on se dit, mon Dieu. Mais il y a des joueurs qui sont plus faciles à projeter dans le présent. Je reviens soit à l'exemple de Guy Lafleur. Bon, Guy Lafleur, là, son lancer frappé de la ligne bleue, il ne rentrerait plus. Guy Lafleur avait un bon lancer. Alors aujourd'hui, mais lui, les bâtons d'aujourd'hui, changer un peu ses angles de tir avec le patin qu'il avait, les mains qu'il avait. Guy Lafleur aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, serait encore un grand joueur, selon moi. Mario Lemieux, il ralentit le jeu. Evgeny Malkin, dans les 20 dernières années, lui aussi, il ralentissait le jeu, puis ça a marché. Ben, Lafleur, là, tu le mets exactement où tu mettais l'année en supériorité numérique pour le tir sur réception, là. Dominique Hachek. Serpent, que penses-tu d'échanger un Suzuki ou un Caulfield si les performances ne sont pas au rendez-vous en 2026 et en 2027 en série et que l'on passe pas un tour? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme plus-value pour une coupe? Je suis né en 95 et je suis impatient d'en connaître une. Moi j'ai donc de choisir des questions qui pourraient me mettre dans le trou. Ben, je ne comprends pas pourquoi tu as choisi cette question hypothétique-là, mais bon. Ben, il est hypothétique, mais je vais répondre d'une autre façon. Moi, je pense que Suzuki, de par la position qu'il joue, le contrat qu'il a,
son âge, sa contribution à l'équipe, il ne sera pas échangé. Caulfield, ça m'étonnerait lui aussi. Tu sais, des marqueurs de 40 buts, ça ne court pas les rues. Mais moi, je vais juste répondre d'une façon à M. Hasek. À un moment donné, il est possible. Il y a d'autres équipes qui l'ont fait. On le répète souvent. Il y a des équipes, des fois, qui échangent un joueur où ils sont en position de force, où ils en ont des doublons, pour combler d'autres trous. Alors, ça ne sera peut-être pas Suzuki et Caulfield, mais il ne faudrait pas se surprendre à un moment donné que le Canadien fasse un genre d'échange où on a quelque chose en double ou en triple pour aller chercher quelque chose qu'on n'a pas. Je ne sais pas qui ça va être, mais ça, c'est une prédiction que je fais. D'ici à ce que les Canadiens deviennent vraiment un aspirant très sérieux à la Coupe, je pense que ça va arriver. Mais ça ne sera pas nécessairement Suzuki ou Caulfield. Si le Wild t'offre Matt Boldy pour Caulfield, ce qui arrivera jamais, parce que le Wild n'offrira jamais Boldy pour Caulfield, ben, du côté de Canadien, tu le fais. C'est voilà. Ça. Mais ça, c'est un parfait exemple, parce qu'il y en a qui vont dire, ben voyons donc, Boldy est bien trop, il est trop complet. Oui, mais Caulfield a quand même 40 buts. Alors, tu sais, il pourrait y avoir une équipe qui pourrait être tentée par un échange comme ça. Alors, écoute, on verra, mais moi, c'est une prédiction que je fais. Il va y avoir quelqu'un en ce moment qui est dans le jeune groupe du Canadien qui va partir pour combler un trou. Mailloux puis Bolduc, ça a-tu été un peu ça l'an passé? C'est ça, mais à moindre mesure, parce que là, on ne parle pas de joueurs qui étaient établis ou qui étaient des vedettes. Ouais. Là, c'est sûr que si tu échanges un Caulfield, tu échanges un gars de 40 buts. Là, ça ressemblerait le plus à Taylor Hall qui avait été échangé en retour d'Adam Larson en 2016. Ouais. Et on espère que le Canadien ne fera pas un échange de ce genre-là. Kevin Lalonde. Pensez-vous que Macklin Celebrini va devenir le premier joueur à obtenir un contrat de 20 millions par année? Son prochain contrat débutera à la saison 27-28 et c'est déjà connu que le plafond salarial sera de 114 millions. Théoriquement, il pourrait demander 22,8 millions. Ouais. Regarde. C'est sûr que Macklin Celebrini, si ça continue comme ça, San Jose pourrait lui donner un contrat en blanc et dire écris le nombre d'années puis le montant. Sauf que Macklin Celebrini, en 2028, il va quand même être joueur autonome avec restriction. Donc, son pouvoir de négociation n'est pas aussi élevé qu'un Connor McDavid qui s'en allait vers l'autonomie complète au mois de juin. Est-ce qu'il va être le premier joueur de 20 millions? D'après moi, oui. Je ne sais juste pas quand. Mais ça pourrait être dans 6-7 ans seulement. Mais ça dépend encore. Comment Celebrini voit ça? Quel pourcentage, lui et son agent, considèrent raisonnable de demander pour continuer à bien l'entourer? Il a le droit à 20 %. Ben, on va lui demander, est-ce que tu veux gagner? Si tu veux gagner 22 millions, tu vas avoir la misère. Oui, mais un joueur peut également se dire, puis je reviens à l'exemple de McDavid, McDavid a pris 12,5 millions. C'est une blague, là. 12,5 millions pour McDavid. Mais le 7 millions à peu près que Edmonton a économisé, il est allé quelques jours plus tard à Jake Waldman. Ouais. Rien contre Jake Waldman, je ne le déteste pas comme joueur. C'est ça qu'on a fait avec le 7 millions. Fait que ça, il y a des équipes, il y a des joueurs qui pourraient se dire, hey, OK, moi je me prive de millions de dollars, Ouais. puis tu n'as pas renforcé l'équipe. Ouais. À Montréal, ça ne semble pas être le cas, heureusement. Non, il n'y a pas de problème de ce côté-là à date. Christophe Baron-Moras. Le format du tournoi olympique est particulier avec ses 12 équipes. La ronde de qualification est le meilleur deuxième. En excluant la Russie et la Biélorussie pour des raisons évidentes, quels 4 pays pourraient faire partie d'un tournoi olympique à 16 équipes? Oui, bien écoute, dans les pays qui n'étaient pas là cette année, moi je verrais la Norvège, l'Autriche, et puis je vais compléter avec la Slovénie puis la Grande-Bretagne. Okay. Ah oui, hein? Oui, je m'en vais à peu près là parce qu'à part ça, je ne sais pas trop. Je un peu. Ouais. Mais, La Pologne, c'est pas trop loin. Oui, la Pologne. Ouais. Mais garde, on va espérer que ça monte pas. Simon Tremblay. Bonjour messieurs, je regarde la Banque d'espoir du Canadien et à part Michael Age, c'est mince au centre. Zarovski est vu comme un allié, donc ce serait important que le Canadien repêche un centre au prochain repêchage, entre les rangs 16 à 32. Je pense à Brooks Rogowski, un centre de 6 pieds 6, 231 livres, le prochain Michael McCarron.
Tu as besoin de OK. combien de centres là, Oui. dans une équipe? Rogowski, c'est une bébite particulière. Il fait 6 pieds 7, 240 livres. 30 points en 37 matchs cette année à Oshawa. C'est très respectable pour un joueur de 17 ans, mais ce qui est fascinant chez lui, c'est qu'il est mobile. Il a un bon coup de patin. Il est athlétique. Alors, je te dirais que c'est un Dean Letourneau des pauvres. Dans le sens que moi, je ne le vois pas. Je le vois meilleur que Michael McCarron, qui avait quand même qui avait pas beaucoup d'agilité. Bravo à lui d'être encore dans la Ligue nationale dans le rôle qu'il a. Mais il n'y avait pas l'agilité de Rogowski. Mais Dean Letourneau est meilleur offensivement. Parce que Rogowski, sa lecture du jeu n'est pas toujours à point. Puis, je pense que Letourneau est meilleur. Et, tu vois, Letourneau a été choisi 27e. Rogowski, est-ce qu'il va être choisi en première ronde? Je ne sais pas. Mais ça va probablement être à peu près peut-être entre 25 et 40, je dirais. C'est un projet. Il est assez rapide en ligne droite. Il est intriguant. Puis, c'est sûr que tu peux... tu sais, c'est un joueur unique au profil qu'on voit très peu. Alors, mais je ne le vois pas au niveau de Dean Letourneau. Dean Letourneau, d'ailleurs, qui a confondu le sceptique que j'étais. Il s'en vient vraiment bien. On n'est Et, peut-être pas obligé de le repêcher cette année, le prochain centre aussi. puis il y a Logan Sawyer qui s'en vient aussi, là. Ah, pour le Canadien? Oui. Ben oui, ben oui. Puis, Mais Logan Sawyer. J'espère qu'il va venir à Laval l'an prochain, là, sortir de Providence à 20 Ouais. ans, là, ça serait une bonne idée. Mais il est possible qu'il reste une troisième année. mais parlant de Laval, il y a Jacky que Simon n'a pas nommé qui pourrait jouer au centre éventuellement. Comme quatrième trio, là, mais... Ouais, mais là, on est... En fait, je sais pas. Jean-Thomas Grantham. J'aimerais beaucoup connaître l'appréciation du Snake concernant le tournoi Pee-Wee de Québec pour commencer à évaluer des futurs espoirs. Quand on sait que de nombreuses vedettes de la LNH ont participé à ce tournoi étant plus jeunes, est-ce que ça vaut la peine pour un recruteur de s'y intéresser? Ben, la réponse est non, puis je vais te dire pourquoi. Premièrement, entre 12, 13 ans et 17 ans, il y a tellement de choses qui peuvent se passer, particulièrement le développement physique, mais surtout, les recruteurs en ont plein le toupet à évaluer les joueurs de 17 ans qui sont admissibles au prochain repêchage. Il y a des centaines de joueurs. S'il faut commencer à penser à un joueur de 12 ans, puis à les évaluer, puis à suivre leur progression, puis après ça, à 17 ans, faire un rapport qui va devenir complètement... qui va rendre les autres rapports désuets. Regarde, même les recruteurs de la Ligue nationale ne regardent même pas le midget 3. Écoute, ça change juste l'année d'admissibilité, là. Ben Les oui. variations dans la dernière année de 17 à 18 ans. Imagine de 12 à 17 ans. Beckett Seneca, hein? Il Ouais. a son mot à dire. là-dessus. Exact. Gilles Gagné. Snake, je te confie un mandat pour le Canadien. Me trouver un ailier qui a une bonne présence physique, qui patine bien, qui est hargneux, qui peut la mettre dedans à l'occasion et qui a environ 25 ans. Trouve-moi 3 options. Je pense qu'on n'a pas ce joueur dans l'organisation du Canadien. On ne s'inquiète pas du prix à payer. C'est la job de Kent. Ben moi, j'en ai trouvé 3 à différents degrés de talent. Puis, il y en a un qui est certainement complètement inaccessible. Josh Doan, évidemment, à Buffalo, mais il vient de signer un contrat de 7 ans. Il a 24 ans, mais il ne partira pas. On a donné Peterka en retour. Parker Kelly au Colorado, moins talentueux, mais quand même un joueur qui est hargneux, qui peut faire un but à l'occasion. Je pense que Colorado, pour le moment, va le garder. C'est un joueur de bottom six important pour eux. La cible, par exemple, un joueur qui pourrait être disponible, Dimitri Voronkov à Columbus, qui a 25 ans. Lui, c'est un gars costaud qui peut en mettre 15-20 dedans et peut-être que Columbus pourrait écouter les offres. Raphaël Simard Desgagnés. J'ai eu un débat récemment au sujet de Chris Pronger, qui, selon plusieurs, était trop salaud pour imposer son style dans le hockey d'aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Car selon moi, c'est un des joueurs qui a le plus d'impact sur la réussite des équipes dont il a fait partie. Ah, c'est un bon point, ça. Qu'est-ce que tu en penses, Mathias? Ben, écoute, il se faisait, lui, un plaisir avec les doubles échecs devant le filet. Il serait au banc des punitions. Maintenant, les défenseurs jouent devant les joueurs pour bloquer les tirs. Il serait ajusté. C'est quand même un gars de talent de 6 pieds 6, 230 livres, mobile. Je pense qu'il serait ajusté, mais il y a un élément, évidemment, dont il pourrait plus servir.
mais ça reste quand même un défenseur talentueux. Fait que peut-être que il n'y aurait pas le prestige qu'il y avait à l'époque, mais ça resterait un très bon défenseur. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Simon. Je pense que c'est pas mal ça. OK. Pas mal ça, j'ai rien à rajouter. Parfait. Hugo Saint-Louis. Lors des matchs à la télé, on nous présente beaucoup de statistiques à domicile et à l'étranger. Est-ce si différent un match à domicile ou à l'étranger? Un jeu de puissance à domicile ou à l'étranger, on s'en fout un peu, non? Je pense que ça dépend des statistiques en question. On sait que les équipes à domicile gagnent plus de matchs en bout de ligne. C'est peut-être pas une domination totale, les équipes, parce que l'entraîneur, entre autres, a le dernier changement. Donc, il y a également la patinoire, les joueurs connaissent la patinoire, il y a la foule et tout. Mais je comprends ce que Hugo veut dire. Un jeu de puissance à domicile ou à l'étranger, qu'est-ce que ça fait vraiment qu'il en compte plus ici qu'à l'étranger? Moi, c'est des statistiques que je ne surveille pas du tout, honnêtement. Puis, je trouve que au hockey, ça a moins d'impact, par exemple, qu'au baseball. Au baseball, les stades sont différents. Alors, si quelqu'un va arriver et va dire, mettons, les Yankees de New York ont 200 circuits à domicile, puis ils en ont 100 à l'étranger, bien, c'est sûr, parce que le champ droit à New York, c'est facile pour un frappeur gaucher de faire des circuits. Mais dans le cas d'une patinoire de la Ligue nationale, ils sont toutes pareilles maintenant. Il n'y a plus de petites patinoires comme à Boston, Buffalo, Chicago à l'époque. Alors, pour moi, je suis d'accord que la majorité de ces statistiques-là sont relativement inutiles. Par contre, tu as des joueurs plus frileux, moins à l'aise, dans un environnement différent, puis tu vois vraiment une différence entre la production à l'étranger puis à domicile. Ce qui n'est pas le cas des Hudson et Caulfield, surprenamment. Bolduc, marqué à l'étranger, mais pas à domicile. Alors, il y a quand même des analyses à faire à partir de ça. Oui, bien, c'est ce que je te dis. Certaines statistiques individuelles peuvent être intéressantes, mais il y a beaucoup de statistiques, d'après moi, qui... Collectivement, oui. Ben oui. Ben, surtout le temps de jeu, là, j'imagine. Tu sais, mettons Kapanen à l'étranger, au début de l'année, il jouait beaucoup moins parce qu'on essayait de le protéger. Ouais. Phil Ra-M. Savez-vous Un si... autre, Oui, on dirait. Savez-vous si beaucoup de recruteurs chefs habitent dans la région d'Ottawa? Ça me semble être l'endroit idéal pour voir les espoirs de la OHL et de la LHJMQ sans devoir trop voyager. Parlant de Ra, Simon Lerat n'a pas posé sa question de la semaine, mais il nous a écrit un très beau message dans Oui. les commentaires. Alors, je te remercie, Simon, puis on attend tes questions avec impatience. Écoute, entre est-ce qu'il y a beaucoup et de serpent, ouais. Pardon? Entre rat et serpent, on s'entend bien. Oui, oui. Et beaucoup de recruteurs-chefs habitent la région d'Ottawa. Ben, il y a Trevor Timmons à l'époque qui habitait la région. Et en effet, c'est l'endroit idéal pour voir la OHL et la LGMQ parce que tu es proche. Déjà, tu as deux équipes de ligues différentes, Ottawa et Gatineau. Puis, tu es déjà en Ontario, tu n'es pas loin du Québec. Donc, je pense que pour un recruteur-chef, oui. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui habitent la région. Je sais que Martin Madden Jr. Anaheim habite la région de Québec. Mais Trevor, lui, il est basé à Ottawa. On termine avec LMHJZ. Bonjour. Bonjour, cher Snake. Mathias n'est pas content. J'aimerais connaître ton évaluation de Bradley Nadeau. Il a été nommé étoile du mois dernier dans la AHL et progresse beaucoup, pas seulement offensivement, mais aussi défensivement avec les Wolves. Est-ce que ses qualités de marqueur élite pourront se transposer dans la LNH? Vu la contingence chez les Hurricanes, doit-il se faire échanger s'il veut percer dans la Grande Ligue? Bien, je pense que si on l'échange, ça va être pour aller chercher quelque chose dans le but de gagner la Coupe Stanley. Alors, on ne sait pas s'il va rester là. Est-ce qu'éventuellement, il peut percer? Oui. L'affaire Bradley Nadeau, c'est un gars, il n'est pas très costaud. Il n'est pas super rapide en ligne droite, mais il est extrêmement habile, il est compétitif et, comme je parlais tout à l'heure dans le podcast régulier, il n'est pas peureux. Et ça, c'est important pour un joueur qui n'a quand même pas un physique imposant. C'est plus un marqueur qu'un fabricant de jeu. Moi, je te dis que ce qui va décider son avenir dans la LNH, si ça va être un deuxième trio ou un troisième trio, ça va être son jeu défensif à 5 contre 5. En ce moment, je suis un petit peu sur la clôture, mais c'est vrai qu'il l'a amélioré. Fait que s'il continue dans cette veine-là, ça va être un deuxième trio. Sinon, ça va être un troisième. Les gars, j'ai déjà hâte de vous retrouver lundi, mais sur place. Je vous remercie beaucoup. Simon, Pag,
Mesdames et messieurs, jeunes hommes, jeunes femmes, et tous nos auditeurs, Yel, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Salut Mathias, rentre bien. Bye. Merci, Simon. Salut.